C'est quelqu'un de très sincère et de très simple. En fait, il croit à beaucoup de choses. Il croit beaucoup à l'honnêteté des gens. Il croit beaucoup en l'humain. Et en tant qu'écrivain, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé, vraiment. Et je pense que maintenant, là, c'est un écrivain mûr, il sait bien s'organiser et il sait aller jusqu'au bout des choses. Il est très persévérant et il ne lâche rien, quoi. Il lâche jamais. C'est un auteur qui a plein d'idées et qui sait s'adapter dans l'air du temps. Il est à la pointe des auteurs, c'est-à-dire, quand je dis à la pointe des auteurs, c'est-à-dire qu'il sait utiliser tous les réseaux, aussi bien presse écrite que télé, les déplacements, et aussi ce fameux présence sur le web. Et ça, c'est... voilà. Il y en a très peu actuellement qui savent utiliser tous ces outils. Et il est toujours partant, il est toujours disponible et ça fait plaisir. C'est un auteur super fiable. En même temps, il fait un livre par an chez Flammarion aussi. Il est super exigeant pour ses livres, pour son écriture. Il retravaille énormément. Il est aussi solitaire, mais je pense qu'il est pareil aussi dans sa vie privée. Mais en même temps, après, quand il sort de son écriture, là, pour le coup, c'est plus du tout un Henri seul devant sa feuille. Il est ultra sociable et il a besoin justement de se mêler beaucoup aux gens. En fait, c'est un très bon auteur pour un éditeur. C'est vrai. J'ai l'impression d'avoir toujours écrit, alors je sais pas, mais quand j'étais tout petit, quand j'avais 8-10 ans, j'écrivais déjà. Ce qui est amusant en revanche, c'est que j'avais jamais fini un roman. Et le premier roman que j'ai fini, c'est le premier que j'ai publié. Et jusqu'à 16 ans, lire, c'était pas une passion pour moi. En revanche, écrire, oui. Et, je sais pas d'où ça vient. C'est probablement peut-être un peu familial. Il y a plusieurs écrivains dans la famille. Mes parents m'ont fait baigner dans un univers assez littéraire finalement. Il y a la forme écrite, l'amour de la langue, etc. J'en ai hérité de mes parents, mais j'ai commencé à écrire avant de lire. Ce qui est assez rare. Hein. Disons que j'ai commencé, on va oublier mon premier roman qui était un polar, mais après j'ai fait du fantastique. Du fantastique, je suis passé au thriller. Et du thriller, je suis passé au roman historique. Et à chaque étape, si tu veux, tu as une frayeur à la fois de la part de l'auteur, mais aussi de l'éditeur, qui est de perdre ton lectorat, de perdre aussi la presse qui te suit, etc. Parce que les gens, en général, en France, les gens aiment pas trop quand tu changes de genre, quoi, tu vois. Ça les déstabilise, etc. Donc c'est toujours un peu risqué. Pour l'instant, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que mes lecteurs m'ont suivi de genre en genre. La réception du public, tu n'y assistes pas, quoi. C'est un peu la particularité de ce métier, parce que c'est un métier qui est très solitaire sur toute la ligne, tu vois. C'est-à-dire qu'il est solitaire dans la création, mais aussi une fois ton livre sorti, ton livre, il vit sa vie tout seul. T'es pas derrière lui, etc. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup échanger avec les lecteurs pendant les rencontres, parce que j'ai besoin justement de ce contact humain. Voilà. Chaque ligne que j'écris, je me mets toujours dans la peau du lecteur et je me demande comment le lecteur va recevoir cette ligne, ce qu'il va en faire, et si c'est la meilleure façon de lui transmettre ce que j'ai à lui transmettre, quoi. Ce qui me fait démarrer un livre, c'est souvent une idée, ou plutôt deux idées. C'est-à-dire que quand il n'y en a qu'une, ça ne me suffit pas. C'est souvent le mariage de deux idées qui me viennent soit comme ça, de manière complètement enfin, sans la moindre source, tu vois, juste une idée qui naît
soit en ayant lu un article, soit en ayant vu quelque chose ou entendu quelque chose qui me donne envie de traiter un sujet particulier. Mais c'est souvent la rencontre entre deux idées, une idée de sujet de fond et une idée de personnage. J'ai besoin des deux, c'est-à-dire que dans tous mes romans, j'ai toujours ces deux nécessités-là, c'est-à-dire quel est le sujet global que j'ai envie de traiter et quel message j'ai envie de servir avec ce sujet, et quel est le personnage qui va servir le mieux cette histoire. Quand j'ai l'idée du roman, je fais un premier jet d'un synopsis très court avec l'histoire à peu près générale du roman, et je repère tous les sujets sur lesquels il va falloir que je me documente, tous les sujets sur lesquels j'ai besoin d'infos, etc. Je fais la liste et je commence à travailler ma doc de manière assez générale au début. Et plus j'avance dans la documentation, plus ça nourrit l'histoire que j'ai dans la tête, et ça me permet de focaliser petit à petit sur des sujets plus précis et d'aller, voilà. Et donc c'est comme un entonnoir, quoi. Au début tu te documentes de manière très très large, et plus ça va, plus tu te spécialises. Moi, la construction d'un roman, c'est 3 étapes. C'est la documentation, la construction de l'histoire, du synopsis, et ensuite l'écriture. Et le synopsis, il est très très détaillé. Les plans de mes romans sont assez visuels, c'est-à-dire que sur mon ordinateur, je classe mes intrigues par couleur, tu vois. Et les nœuds dramatiques, ils ont des codes couleurs, on va dire. Les personnages ont des codes couleurs. Et puis quand mon plan est fini, je l'affiche sur mon écran en petit, puis je recule de 10 mètres. Je vois plus les mots, je vois que les couleurs, et je vois où ça va pas. Le plus dur, c'est pas la scène d'intro, et c'est pas la chute, quoi. Encore que la chute, c'est difficile d'en faire une souvent qui soit à la hauteur des espérances des lecteurs, parce que le principe d'un roman, c'est que tu fais espérer, et puis quand la chute vient, il faut que cette chute réponde aux espoirs des lecteurs. C'est très très difficile, et ça marche pas pour tout le monde. T'as des chutes qui marchent pour tel lecteur et qui marchent pas pour un autre. Mais le plus dur à négocier, c'est quand même le milieu de partie, quoi, aux échecs, comme dans l'écriture. Et c'est amusant parce qu'il y a très peu de discours sur ça. La plupart des personnages dans un roman, ils sont toujours un peu une réflexion de toi-même et de ton entourage et des gens que tu connais, tu vois. C'est difficile mais dans tous les personnages, il y a toujours un peu de moi, par exemple, dans tous les personnages, y compris dans les personnages secondaires. Et puis tu t'inspires beaucoup des gens que tu rencontres, des gens que tu connais. Moi, j'ai toujours besoin, quand je construis un personnage, de m'attacher à une image. Et donc je donne un visage au personnage, soit en pensant à un comédien, soit en pensant à un ami, soit en pensant à quelqu'un que je connais, et ça m'aide d'avoir un visage pour imaginer le personnage. Et après, je travaille mes personnages parfois plus que ce que je remets dans le livre. C'est-à-dire je prépare à l'avance un background et le passé de mon personnage, qui il est, qui sont ses parents, où il est né, qu'est-ce qu'il a vécu. Je ne le dis pas forcément dans le roman, mais ça, c'est important pour moi de maîtriser complètement mon personnage, de savoir, de connaître son origine et son histoire et son passé. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans un roman qu'un personnage se mette, ça s'impose à moi de changer ce que j'avais prévu, parce que pour moi c'était plus logique, et j'ai laissé le personnage faire ce qu'il avait envie de faire, entre guillemets, et ça donne des scènes assez bizarres, mais qui sont amusantes. Alors après, ça fout le bordel dans ton plan, t'es obligé de tout réécrire. Mais en général, je me bats pas contre ça, parce que si ça arrive, c'est que ça doit arriver, quoi, tu vois. Si tout à coup je me dis non, mais là le personnage il peut pas faire ce que j'ai prévu, et ben je le laisse faire, je me mets à écrire, j'écris, je le laisse venir, et puis je corrige après, quoi. Je corrige mon plan après. En fait, j'écris en 2 étapes, c'est-à-dire que, pour schématiser, c'est pas exactement comme ça, mais on peut dire que l'après-midi j'écris et le matin je corrige ce que j'ai écrit la veille, quoi. Le meilleur endroit pour écrire, pour moi, mais malheureusement je peux pas le faire tout le temps, c'est l'hôtel. J'écris très très bien et
je suis 10 fois plus efficace dans une chambre d'hôtel, dans un hôtel de manière générale, parce que c'est un lieu complètement neutre où t'es détaché des réalités quotidiennes. T'as pas ton lit à faire, ton petit déj à préparer, la vaisselle à faire, t'as pas la télévision, ou alors si, mais bon, voilà, t'as pas ton téléphone, t'as un numéro que personne ne connaît, donc t'es tranquille. Tu es pris en charge complètement, et du coup tu peux te dire que ton cerveau est exclusivement consacré à l'écriture. Donc je le fais en général les 2 dernières semaines, ou la dernière semaine, quand vraiment j'ai besoin de mettre le dernier coup de collier pour finir un livre, je pars à l'hôtel. Tu sais, c'est difficile, c'est un métier un peu particulier, l'écriture, parce que le matin tu te lèves, il faut que tu décides de te mettre devant ton ordinateur et écrire, quoi. Il faut trouver la motivation tous les jours. T'as pas un patron qui t'appelle et qui dit dis donc, il est 9h15, ça fait un quart d'heure qu'on t'attend au bureau, tu vois. Donc, même si c'est un métier plaisant, c'est une vraie discipline et parfois c'est un peu dur. Et moi, j'ai une technique qui est amusante, c'est que le soir, quand je me couche, je termine pas la dernière phrase que j'ai écrite. Je m'arrête en milieu de phrase. Et du coup, toute la nuit, ça m'obsède. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, j'ai qu'une envie, c'était finir cette putain de phrase. Et c'est un bon moyen de me motiver à aller écrire. J'ai le syndrome de la page noire, moi. C'est-à-dire le contraire. J'ai jamais le temps d'écrire tout ce que j'ai à écrire. Idéalement, je préfère envoyer mon manuscrit complet à mon éditrice avant qu'elle me fasse des suggestions. Ça, c'est dans un monde merveilleux où je suis à l'heure et où je rends mon manuscrit à l'heure. Comme je suis souvent en retard, comme beaucoup d'auteurs, mon éditrice me harcèle et me dit « Henri, envoie-moi ce que t'as pour que je puisse commencer à travailler dessus. » Donc la plupart du temps, en réalité, j'envoie, disons, mon roman 2 ou 3 fois, un tiers, ou la première moitié, etc. Ce qui permet à mon éditrice de commencer à bosser avant que j'ai terminé, qui me fait des remarques générales, normalement, sur le roman, c'est-à-dire elle rentre pas dans le détail de chaque phrase, mais elle me donne son avis sur les scènes, sur la structure, sur la crédibilité de tel ou tel personnage. Elle me le renvoie, je réécris, je retravaille mon texte, je lui donne, et là elle rentre dans le détail sur ce qu'on... Voilà, pour le dernier jet, on va dire. Et là elle me fait des suggestions vraiment de texte, quoi. Donc... et puis qui sont des suggestions qu'elle me... Voilà, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle me suggère de changer telle ou telle chose, et j'accepte ou pas. En général, 80% des corrections et des propositions des éditeurs que j'ai eus dans ma vie étaient excellentes, et je les ai validées avec plaisir, même si au début ça fait bizarre quand tu reçois, t'as l'impression de retourner à l'école, tu sais, tu reçois ton manuscrit avec du rouge partout. Voilà, mais tu sais que l'éditeur, c'est un métier d'abord, et puis c'est des gens qui ont beaucoup plus de recul sur ton texte. Quand tu vis avec un texte pendant 1 an, tu finis par plus avoir de recul, par plus être capable de le juger, et par certainement pas en voir les principaux défauts, donc c'est bien d'avoir un regard extérieur, surtout quand il est professionnel. En fait, c'est Rome, c'est un projet de roman-série, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui renoue avec la tradition du roman feuilleton, où les lecteurs, de façon périodique, découvrent la suite des aventures des personnages qui... Voilà. Donc en gros, le concept de ces roms, c'est tous les mois, un épisode sort, et il y a 6 épisodes par saison, il y aura plusieurs saisons. Et l'idée, c'est évidemment, on s'attache à des personnages, il y a du suspense à la fin de chaque épisode, et encore plus à la fin de chaque saison, voilà. C'est un projet super ambitieux, parce qu'il y a beaucoup de livres, parce qu'on a une belle mise en place, parce qu'on a beaucoup d'attentes, notre diffusion aussi, nous aussi, Henri aussi, et Fabrice aussi. Et voilà. Cours pas. Donc en fait, on a retravaillé les couvertures.
ça va le faire. Tu vois, là, Donc ici, tu c'est vois, jouable ici, de le c'est mettre ça. Moi, je un voulais, peu penché, je voulais comme pas une manger, étiquette, je quoi. voulais pas manger ça parce que ça, c'est assez intéressant. Tu le relèves. Mais du coup, on peut le mettre par là, sur le côté, très légèrement, comme si c'était une étiquette mal collée, tu vois. On le met un peu en décalage. Un peu en décalé, ouais. Ouais, Ou et alors du tu remontes un peu la spirale si jamais tu veux qu'on la voit toujours. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on pourrait complètement le faire, hein. Ça marcherait plutôt bien. Mais par contre, ça serait cool d'organiser un truc à Bruxelles. Non, mais ça, c'est fun, hein. Mais pas à la foire du livre, chez Filigrane. Le mec de Filigrane, et à chaque fois, Ouais. il est super, tu vois comment il est. Ouais. Il est très dynamique. Et là. la fille qui organise. Donc, Et ça serait chouette pour la sortie de Sérum, de faire un truc à Bruxelles. un Bruxelles. Tu vois, genre en avril, quoi. En fait, on passe beaucoup de temps à écrire des synopsis ensemble. On travaille beaucoup sur le synopsis à deux. Donc là, c'est vraiment un échange d'idées. Et c'est développé au maximum. Et ensuite, lui passe à la rédaction du roman que je relis après avec lui, et que j'essaie de corriger avec lui. Mais bon, c'est surtout lui qui écrit, quoi. On forme un vrai duo, quoi. Il y a une vraie cohésion. On se complète très très bien sur plein de choses. On a les mêmes envies, mais pas du tout les mêmes qualités. Donc on avait toujours eu envie de faire un projet ensemble. Et puis les années ont passé, nos chemins se sont un peu écartés, on a chacun fait nos trucs de notre côté. Et puis à 40 balais, on se retrouve et on se dit, allez, il est temps qu'on le fasse, notre premier vrai projet ensemble. Enfin, voilà. Une place qui est sympa, Montmartre. Et symboliquement, c'est un quartier que j'aime bien. Je vais écrire un roman sur la Commune. Le prochain roman que j'écrirai quand j'aurai fini Sérum, c'est un roman qui va se passer pendant la Commune de 1871. Il y a un épisode de l'histoire de Paris qui est super intéressante. Et tout s'est passé à Montmartre, quoi. Donc c'est un quartier dans lequel je traîne beaucoup. Ça va être un peu comme L'Apothicaire, c'est un roman très documenté, avec beaucoup de références historiques, etc. Donc ça fait des années que je travaille dessus, que je prends des notes, que je me documente sur la Commune, voilà, que... C'est une période de l'histoire qui m'intéressait. Encore une fois, pour des raisons symboliques, quoi. C'est un moment où il y a eu un souffle de liberté, mais aussi un souffle de violence, quoi. Donc la violence et l'envie de liberté, c'est des sujets qui sont toujours intéressants à traiter dans les romans. C'est une période à la fois pleine d'espoir et puis très très noire de l'histoire de France, enfin et de Paris en particulier. Mais voilà, donc il y a beaucoup de thèmes qui me sont chers, que j'aborde dans beaucoup de mes romans et qui sont bien qui sont bien illustrés par la période de la Commune. Il y a la peur de l'étranger, il y a l'insurrection, il y a la liberté, il y a la question du pouvoir religieux et du pouvoir politique. Voilà, c'est des sujets dont je parle dans quasiment tous mes livres. Donc là, c'est une période qui les concentre un peu tous, quoi.